donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi donc Nicolas Malter. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes ingénieur prévention auprès de l'OPP-BTP. On a également Christophe Degeorges. Bonjour Christophe. Alors Christophe, il faut ouvrir le micro pour parler. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Vous êtes pilote projet santé et sécurité au travail, expert amiante auprès de la CARSAT. On a également Thierry Bonneau. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Vous êtes expert amiante et adhérent auprès d'Aliad Habitat Aura HLM. Alors je vous ai donné tout le titre, mais vous êtes un bailleur social pour résumer. Je suis salarié d'Aliad Habitat et membre de l'Aura HLM qui représente tous les bailleurs sociaux en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Ensuite, on a Sofiane Fetti. Bonjour Sofiane. Bonjour. Vous êtes ingénieur en prévention des risques professionnels secteur sur le AST 74, pardon. Ensuite, on a Cécile Versé. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes ingénieur de prévention en charge du risque amiante auprès d'Adritz Auvergne-Rhône-Alpes. On a ensuite Laurent Coquard. Vous voyez, on a du monde aujourd'hui sur la table ronde. Bonjour. Laurent. Bonjour. Un grand plaisir, puisque vous êtes aussi, c'est vous qui nous recevez de manière virtuelle. Vous êtes président de la Chambre professionnelle de désamiantage BTP Rhône Métropole. Et enfin, on a Stéphane Grolier. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Vous êtes responsable du laboratoire du Grand Lyon Métropole et donc vous représentez la collectivité locale aujourd'hui. C'est un grand plaisir donc de vous avoir avec nous. Alors on avait dit pour commencer cette table ronde, donc on a la table ronde pour rappeler au public qui va durer à peu près une 40-50 minutes, une cinquantaine de minutes, pardon. Ensuite on a 4 interventions avec Soprema, Eurofin, Protis et le Cèdre, là où on aura des présentations plus PowerPoint qui rentreront de manière profonde sur des sujets plus techniques. On avait dit que pour lancer cette table ronde, peut-être ça pourrait être vous, Cécile, qui ouvriez sur un petit point réglementaire sur où est-ce qu'on en est, notamment au niveau des repérages, au niveau de la réglementation. C'est ça. On y va ? Voilà. Allez, on y va. Donc c'est à vous. Du coup, en termes de cadre juridique de la réglementation RAT, il faut repartir à la base de la loi du 8 août 2016 qui a créé en fait 2 articles dans le Code du travail. L'un qui va imposer l'obligation de repérage préalable de l'amiante dès lors qu'il y a un risque d'exposition à des fibres. Dans ce repérage, on va devoir indiquer la nature, la localisation de l'amiante et la quantité présente dans le bâtiment. Et ces repérages devraient être donnés préalablement aux entreprises susceptibles d'intervenir pour qu'elles sachent comment et qu'elles puissent déterminer comment intervenir. Ensuite, pour que cette loi s'applique, il a fallu un décret. C'est le décret du 9 mai 2017 qui a déjà été un peu modifié, mais ce décret, en fait, a permis de codifier plusieurs articles dans le Code du travail, notamment, en fait, le détail de quand est-ce qu'on fait un repérage, le cas des cas particuliers, et a défini 6 domaines d'intervention. 6 domaines d'activité dans lesquels il va falloir faire des repérages. Suite à ce décret, en fait, ça ne suffit pas pour faire appliquer la réglementation. Il faut pour que chacun de ces 6 domaines, nous ayons un arrêté et une norme d'application. Alors actuellement, dans les 6 domaines, en fait, il y a un des domaines qui se découpe en 2. Et du coup, on a actuellement uniquement 4 arrêtés, donc on en attend encore 3. En termes de normes, on a 6 normes qui sont déjà sorties. On en attend encore une. Voilà, ça c'est au niveau avancé juridique. Il faut avoir en tête quand même que ce texte en fait n'a pas créé le repérage. En fait, avant on avait une évaluation qui était implicite avec certains articles du code qu'on pouvait déjà sanctionner au niveau de l'inspection du travail, mais un peu moins directement. Et là, cette réglementation, elle a créé un repérage en fait explicite. Est-ce que vous voulez que je parle un petit peu des cas particuliers ou... Allez, on peut rentrer juste dans les... Oui, on va finir ce tour d'horizon, aller dans le cas particulier, oui, allez-y. Donc, en fait, de base, on a une obligation de faire un repérage
dans les bâtiments, les matériaux, les articles qui ont été construits ou fabriqués avant le 1er janvier 97. Mais il y a quelques exceptions, hein, sinon on ne serait pas en France. On a des cas où en fait on va dispenser de faire ce RAT si en fait le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ont suffisamment d'éléments dans les rapports qu'ils ont jusqu'à présent, les DTA, les DAPP, d'autres RAT. Si ces éléments sont suffisants et correspondent bien au périmètre du chantier et à la nature des travaux qui vont être faits, on ne sera pas obligé de refaire un RAT. Par contre, il faudra justifier auprès des entreprises qui interviennent pourquoi on ne fait pas de RAT et montrer qu'effectivement, on a des documents en bonne et due forme. En sachant que quand même, la réglementation a imposé le fait qu'on ne peut pas avoir des jugements des conclusions sur jugement de l'opérateur. C'est-à-dire que si dans un ancien repérage, on a une conclusion absence d'amiante sur jugement de l'opérateur, ce ne sera pas valide et à ce moment-là, il faudra quand même refaire un prélèvement pour ce matériau en question. Deuxième cas d'exception, ça va être les cas d'exemption. En fait, dans ces exemptions, il y a 2 grandes catégories. La catégorie risque, en fait, si ça devient trop dangereux de faire ce repérage, parce qu'il y a eu un sinistre, parce que l'opérateur de repérage pourrait se mettre en danger, à ce moment-là, on ne sera pas obligé de faire un repérage. Et la deuxième catégorie, c'est quand on est dans des travaux de réparation de niveau 1 avérés, donc on est sûr, grâce à des mesurages, que l'intervention qu'on fera est forcément une intervention dite de sous-section 4, pas de retrait évidemment. Dans ces cas-là, on peut s'exempter du risque. Mais dans tous ces cas d'exemption, il faut que le donneur d'ordre ait bien en tête que, en fait, dans ces cas-là, il devra travailler comme si la présence d'amiante était avérée, puisqu'on n'a pas de repérage qui dit qu'il n'y a pas d'amiante. Dans ces cas-là, on travaille comme si il y en avait. Donc, ça crée des contraintes pour les salariés, ça crée des contraintes financières également, parce qu'en général, les interventions avec de l'amiante sont plus onéreuses. Donc, ce n'est pas forcément la solution à choisir d'emblée, quoi. Et le dernier cas, la dernière exception, c'est quand on se retrouve dans des situations où finalement on ne peut pas faire un repérage exhaustif du premier coup parce que, par exemple, on a des canalisations enterrées ou on a des éléments qui sont figés à l'intérieur des éléments de la structure. À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle on va être dans le cas de l'aménagement et on va faire un repérage à l'avancement. Donc, tout ce qui aurait pu être repéré sans amiante pourra être démoli, mais là où on n'aura pas d'informations pour avancer, à ce moment-là, on devra travailler aux alentours de la zone comme s'il y avait de l'amiante jusqu'à ce qu'on ait pu prélever les matériaux en question. Voilà, ça c'est. Alors, il faut savoir qu'il y a un doc DGT qui présente justement ces exceptions. Il y avait une première version en septembre ou en fin 2020 qui faisait 2 pages. Il y en a une nouvelle version en avril qui faisait 4 pages et on a une nouvelle version de 6 pages qui vient de sortir là en juin et qui précise aussi les cas de quand est-ce qu'on fait un RAT, un repérage amiante avant travaux, et quand est-ce qu'on fait un RAD, un repérage avant démolition, puisque ce sont 2 réglementations qui sont issues de 2 codes différents, l'un du code du travail, l'autre du code de santé publique, et qui se marchaient un peu dessus. Donc, ça permet en fait de bien cadrer dans quel cas on parle de l'un ou de l'autre. Voilà, merci Cécile pour Vous aviez autre chose peut-être à rajouter C'était si on voulait parler des enjeux, mais j'en parlerai tout à l'heure. On va y revenir. Merci pour ce cadrage. C'est vrai que c'est intéressant que vous commenciez par ce sujet parce que on n'entend pas souvent parler des exceptions. En tout cas, on n'en parle pas souvent lors de nos conférences du Grand Circuit. On pourra peut-être mettre le lien vers ce guide que vous avez dont vous avez parlé. Vous pouvez le mettre dans le chat si vous avez le lien. Comme ça, le public l'aura en direct. Peut-être on peut continuer avec vous pour ce premier tour de table, Christophe, pour la CARSAT. Et notamment aborder le sujet, parce qu'on parle de repérage, le sujet du rôle et de la responsabilité des maîtres d'ouvrage, puisque tout ça, ça change les responsabilités. Le respect des responsabilités du maître d'ouvrage, c'est un ingrédient qu'il faut dans la réussite d'une opération de travaux, souvent en section 3 ou 4. Le chantier, il ne commence pas au moment où on vient toucher l'amiante, mais bien avant, dès la phase de conception.
Et en phase de conception, on retrouve le repérage. Ouais. C'est un des préalables, puisque dans le dossier de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage va devoir transmettre aux entreprises qu'il consulte le rapport de repérage qui permettra à l'entreprise d'évaluer ses risques. Donc, de faire un prix également. Et vis-à-vis de ces exceptions que décrivait Cécile, est-ce qu'il y a des changements en termes de responsabilité? Le maître d'ouvrage reste le principal responsable avec l'entreprise, quel que soit le chantier. Et c'est le problème, parce que bien souvent, on rencontre des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas la compétence, pas la connaissance amiante, et qui hésitent à aller vers des conseillers, que ce soit des organismes d'assistance maîtrise d'ouvrage, d'amiante, ou des organismes comme la CARSAT, comme l'OPPBTP, qui peuvent aussi les accompagner. Alors, je vais parler de ce que je connais, moi, c'est de la CARSAT. En CARSAT Auvergne et en CARSAT Rhône-Alpes, on incite grandement les maîtres d'ouvrage à venir vers nous en phase conception pour nous présenter leurs projets et nous leur présenter également nos attentes réglementaires, mais aussi d'évaluation des risques en tant qu'assureur solidaire pour bâtir des projets sécurisés, à la fois sur le plan sanitaire, pour les salariés, pour les tiers, les occupants et pour l'environnement, sécurisés juridiquement et réglementairement. Oui, donc ça, c'est le premier conseil. Qui viennent vous voir. Alors peut-être on continue ce tour de table, on va revenir, Christophe, à vous. L'OPPBTP, on peut faire un état des lieux aussi pour l'OPPBTP, Nicolas, pardon, sur le carto-amiante, parce que vous avez une version 2 qui est sortie de carto-amiante, et ça c'est un sujet et puis redire ce qu'est carto-amiante. Alors, c'est même une version 3 du rapport Carto-Amiante qui vient de sortir. Donc, pour resituer, en fait, Carto, c'est un projet qui a été initié en 2012 et lancé en 2014 avec les partenaires institutionnels et les partenaires professionnels. L'idée, en fait, c'est d'établir une cartographie représentative des empoussièrements pour les processus les plus courants, notamment sous section 4. Et puis également d'accompagner cette cartographie de conseils techniques et opérationnels pour la mise en œuvre des modes opératoires et des équipements les plus adaptés. Donc cet outil, il sert aux entreprises, éventuellement aux donneurs d'ordre dans certains cas, pour réaliser l'évaluation a priori de leur niveau d'empoussièrement par rapport aux méthodes qu'ils vont utiliser sur les chantiers avec des matériaux contenant de l'amiante. Donc, pour continuer sur la présentation en gros de l'outil, à l'heure actuelle, c'est à peu près un peu plus de 1700 candidatures qui ont été faites sur ce projet-là. Il y a plus de 650 chantiers qui ont été supervisés par des superviseurs ou OPPBTP ou CARSAT CRAMIF. Et on intervenait, nous, pour s'assurer du respect du mode opératoire qui était proposé par l'entreprise et également de s'assurer de la mise en œuvre de tout ce qui était mesure d'empoussièrement par les laboratoires. Donc, globalement, on a des résultats qui sont plutôt positifs avec nombreux processus qui ont des faibles niveaux d'empoussièrement. Donc, sur les 15 processus exploitables, on en a 13 qui sont en niveau 1 et on en a 2 en niveau 2. Donc, quand on parle de processus exploitables, c'est des processus sur lesquels on a plus de 10 résultats de mesures qui ont été réalisés. Donc, dans le rapport, on peut observer qu'il y a plus de situations de travail qui ont été vues. Malgré tout, voilà, les publications des données chiffrées, fermées, définitives apparaissent comme valeur de référence à partir du moment où on a plus de 10 valeurs qui ont été exploitées. Oui, merci pour cet état des lieux là sur Carto version 3. Version 3, oui. Sofiane, pour continuer, on continue ce tour de table. Peut-être vous pouvez nous expliquer parce que le rôle et la mission de AST 74. Vous êtes médecin du travail, hein, c'est ça, et vous conseillez les employeurs. Alors du coup, moi, à titre personnel, je suis ingénieur en santé et sécurité, mais je travaille avec les médecins du travail. Donc,
du coup, le rôle d'un service de santé au travail, alors déjà, c'est des associations auxquelles doivent obligatoirement adhérer les entreprises. Alors, suivant les départements, il peut y avoir plusieurs services de santé. Il y en a des spécifiques pour le BTP. Il y a des regroupements interpro BTP. Donc, ça dépend des départements. Donc, du coup, 2 missions principales, c'est d'assurer le suivi médical individuel des salariés. Donc ça, c'est principalement le boulot des médecins et puis des infirmières en santé au travail. Et puis, c'est aussi de conseiller et d'accompagner sur les thématiques de santé et de sécurité les employeurs. Donc pour ça, il y a en gros différents médecins du travail qui sont rattachés qui ont chacun un effectif à suivre, donc un certain nombre d'entreprises. Voilà, avec des infirmières, des assistants techniques et puis des intervenants en prévention des risques, comme moi, si vous voulez, des toxicologues, des psychologues, voilà, toute une équipe pluridisciplinaire pour assurer ces 2 missions principales. Donc, pour faire le lien avec l'amiante, du coup, donc c'est principalement les médecins qui suivent des entreprises du BTP, principalement et pour ce qui concerne la sous-section 4, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les entreprises qui interviennent en rénovation, en maintenance, voilà, typique pour la sous-section 4. Et avec un constat, je pense, partagé dans pas mal de services. Donc pour les salariés du coup qui sont potentiellement exposés à des fibres d'amiante, l'employeur devrait mettre en place un suivi individuel renforcé. Donc, c'est un suivi qui permet aux médecins de voir le salarié concerné tous les 2 ans. Et en plus de ça, donc comme ça a été rappelé avec le rappel réglementaire, les entreprises doivent envoyer aux médecins un mode opératoire qui explique comment ils vont intervenir si à proximité ou sur des matériaux amiantés, en maintenance, en rénovation, etc. Nous, on constate qu'il y a une sous-déclaration en surveillance individuelle renforcée par rapport aux statistiques qu'on peut retrouver au niveau des expositions des plombiers, des électriciens, des chauffagistes, etc. Et aussi, du coup, un défaut de réalisation et de transmission de mode opératoire. Donc voilà, avec forcément un défaut de formation aussi qui sont obligatoires à ce niveau-là. Voilà ce que je peux... Voilà, ça ouvre le débat pour Laurent Coquart, pour effectivement ce que vous dites, Sofiane, si j'ai bien compris, c'est que en sous-section 4, s'il n'y a pas suffisamment, les modes opératoires ne sont pas suffisamment envoyés. Hein. C'est bien ça. Laurent Coquart pour BTP Rhône, vous êtes la chambre de désamiantage, donc vous êtes un spécialiste du désamiantage, et vous pensez que effectivement, quand on préparait cette table ronde, vous disiez on a beaucoup de choses à dire sur la sous-section 4. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sous-section 4, oui. La sous-section 4, non seulement je pense qu'il n'y a pas assez de modes opératoires qui sont envoyés effectivement. Le gros problème est surtout sur la formation. C'est vrai que les entreprises qui sont formées en sous-section 3 ont une formation le personnel qui est formé en sous-section 3 a une formation qui est assez complète et qui est appliquée tout au cours de l'année, donc qui reste dans les usages, qui reste dans les têtes, et les choses ne s'oublient pas. Le problème de la sous-section 4, c'est que la formation est beaucoup plus légère, que les applications sont beaucoup plus occasionnelles, et que je pense que les salariés qui sont formés souvent vont faire des interventions au moment où ils ont soit oublié les choses, soit été pas suffisamment formés, et que les interventions qui se font en sous-section 4 sont pas faites dans de bonnes conditions. La preuve en est que bien souvent, on a on entend des réactions de maîtres d'ouvrage qui nous disent « mais ça, je le fais faire en sous-section 4 parce que ça coûte moins cher ». Et en fait, c'est une erreur parce que la sous-section 4 ne coûte pas moins cher que la sous-section 3. La seule différence,
la seule chose qui peut faire que ça coûte moins cher, c'est le temps de rédaction du plan de retrait, on va dire les 2 heures, les 3 heures de conducteurs de travaux qui vont être passés à rédiger ce plan de retrait. Mais sinon, toutes les mesures de protection sont les mêmes, de protection de l'environnement, protection des salariés. Et il n'y a aucune raison pour que la sous-section 4 coûte moins cher. Donc, quand la sous-section 4 coûte moins cher, c'est qu'elle a été mal faite, qu'elle a été faite sans respecter les règles de sécurité, les règles environnementales, les règles de sécurité vis-à-vis du personnel. Oui, on va y revenir. Donc ça c'est intéressant ce que vous nous dites. On va finir ce tour de table. Vous, pour HLM, Thierry, je vous donne cette casquette-là, Aura HLM. Peut-être repréciser combien vous gérez de logements sur la région. Et Donc, je crois aussi que vous avez sorti sur les travaux d'entretien courants dans les immeubles. Vous avez sorti un guide, c'est ce dont parle Laurent. C'est aussi ces travaux, ils sont faits souvent sous section 4. Hein. C'est toujours. ça. Ouais. Donc, nous, depuis de nombreuses années déjà, on est confrontés à la problématique amiante, hein, puisque aujourd'hui, le parc de l'Aura HLM, géré par donc, les adhérents de l'Aura HLM, c'est 570 000 logements sociaux sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et 10% sont gérés par Aliade Habitat. Aliade Habitat, c'est 60 000 logements à partir du 1er juillet. Donc, un gros patrimoine. On a été confronté depuis 2005-2006 où on a commencé à faire ce qu'on appelait les DTA, donc qui s'appelait Diagnostic Technique Amiante, qui est passé dossier technique amiante plus tard. Et on a commencé à regarder les flocages, calorifugage dans toutes nos parties communes d'habitation. Donc déjà, dès 2005-2006, on était confronté à tout ça. On a eu la chance d'avoir sur la région Rhône-Alpes-Auvergne un gros partenariat et de nombreux échanges avec la Direct, la CARSAT, qui nous a permis d'avancer et de faire avancer à la fois les salariés des entreprises qui travaillent pour le logement social, mais également les entreprises dont on fait appel. Donc, quand on a été confronté donc, un petit peu à tout ça, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses entreprises en sous-section, enfin, que les entreprises n'étaient pas formées. Donc, on les a accompagnés chez les bailleurs sociaux, on les a accompagnés dans la rédaction de leur mode opératoire. On leur a demandé d'être formés. On les a largement accompagnés. Il y a même certains bailleurs sociaux qui ont mis à disposition des appartements pour que les entreprises réalisent leur chantier test. Donc, vraiment un fort accompagnement des entreprises, une forte, on va dire, coordination avec la CARSAT, l'OBP BTP, pardon, et puis la Direct, et l'agence de santé aussi, l'agence régionale de santé, qui a permis d'aboutir sur un guide d'entretien courant dans les immeubles d'habitation en présence d'amiante, qui a été publié et cofinancé à la fois par la Direct et à la fois par l'Aura HLM. Donc, ce guide, il avait déjà quelques années, il vient d'être remis à jour au mois de décembre 2020, donc il est tout récent, il est bien à jour. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir travailler déjà depuis de nombreuses années sur cette problématique. Voilà, donc je ne sais plus si vous avez dit le chiffre, c'est 570 000 logements. Oui, c'est ça, 570 000 logements sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, donc c'est quand même colossal. Juste, j'avais une question, c'est vous avez accompagné les entreprises, donc vous avez formé les entreprises. Ça représente combien d'entreprises? Est-ce que vous avez une idée? Alors, moi, je vais vous parler d'Aliade Habitat. Aliade Habitat, tous les bailleurs sociaux ont ce qu'on appelle des BPU, des bordereaux de prix unitaires. Et dans ces bordereaux de prix unitaires, on a des interventions qui sont en présence d'amiante et des interventions qui sont sans présence d'amiante. On considère qu'à peu près 80% du patrimoine qui a été livré avant 2000 est susceptible de contenir de l'amiante. Donc, vous voyez, si on fait un ratio 570 000 logements sociaux, on a peut-être 70% de logements sociaux qui ont été livrés avant 2000, puisque c'est la date du permis de construire. Hein, il n'y a plus d'amiante. Les immeubles concernés par le repérage sont les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Donc, on va considérer qu'il y a le dépôt du permis de construire. Après, il faut à peu près 2 ans pour que l'immeuble soit livré. Donc, on va considérer que dans tous les immeubles livrés avant 2000,
sont susceptibles de contenir de l'amiante. Et c'est 80% de ce patrimoine-là qui est susceptible de contenir. Ça fait 400 000 logements, hein, à quelque chose près. Hein. Donc, c'est quelque chose d'énorme et on n'éradiquera pas l'amiante avant 3 générations. Allez, continuons ce tour-là. Donc là, on a vu l'aspect bailleur social logement. Pour la métropole, c'est un grand plaisir aussi de vous avoir, Stéphane, avec nous, Stéphane Grolier pour la métropole du Grand Lyon. Vous intervenez sur les voiries. Vous nous faisiez part, quand on préparait cette table ronde, effectivement, sur la difficulté d'avoir une stratégie d'échantillonnage correcte et puis la mise à jour, effectivement, des repérages qui fait que vous posez la question, est-ce qu'il faut que je repasse, est-ce que je refasse les analyses? En tout cas, ça bouleverse la manière dont vous intervenez sur la région et puis peut-être sur la métropole, pardon, et puis peut-être nous dire aussi, c'est quoi les masses, combien de kilomètres de voirie vous gérez? D'accord. Bonjour à tous. Donc effectivement, à Métropole de Lyon, on est gestionnaire des voiries sur les 59 communes qui constituent l'agglomération. Donc ça représente 3300 kilomètres de voiries tout de même. La métropole a été un petit peu précurseur en fait dans la démarche de diagnostic de l'amiante dans les chaussées. On a démarré ce travail en 2012 en essayant d'embarquer les services de l'État, les syndicats professionnels de la route, les intervenants aussi sur le domaine public, parce que si on est gestionnaire de la route, on n'est pas forcément maître d'ouvrage de tous les travaux, puisqu'il y a tous les concessionnaires qui posent des réseaux sur nos chaussées. Et donc, ce qui a été un petit peu singulier dans notre démarche, c'est d'embarquer tout ce monde-là et de se dire quand on fait des travaux sur la route, on est obligé de faire des diagnostics et pour éviter que tous ces diagnostics soient réalisés en redondance, on va jouer, nous, le rôle Métropole de Lyon d'organe de synthèse de tous ces résultats pour les mettre à disposition de tout le monde pour qu'un résultat d'un maître d'ouvrage profite aussi aux autres. Donc ça, c'était quelque chose d'un petit peu compliqué à mettre en route, et qui a pas mal bouleversé effectivement les processus métiers. Aujourd'hui, on a couvert à peu près 3/4 de notre patrimoine en termes de diagnostic, ce qui représente, pour donner quelques chiffres, pas loin de 50 000 carottages sur notre patrimoine. Et aujourd'hui, on a un taux de présence d'amiante qui est relativement faible, puisqu'on a à peu près moins d'1% de notre patrimoine qui est concerné par l'amiante. Vous dire aussi que notre grande crainte, c'est après ce diagnostic, c'est d'essayer de ne pas recycler, puisque dans la route, on recycle beaucoup. Donc, on a une attention particulière à veiller à ce que quand on recycle les enrobés, on ne réintroduise pas de l'amiante. Donc, on a aussi une démarche vis-à-vis de nos fournisseurs de matériaux, de diagnostic de ce qui est recyclé. Et en dernier lieu, on a encore une sécurité où on fait des contrôles a posteriori de travaux pour vérifier que malgré les étapes préalables, on n'a pas réintroduit d'amiante dans les enrobés. Donc, on fait des contrôles post-travaux pour vérifier qu'on ne remet pas de l'amiante sur notre patrimoine qui est après diagnostic. On juge que aujourd'hui, notre processus en place est plutôt efficace puisque sur ces diagnostics post-travaux, on n'a jusque-là jamais retrouvé d'amiante. C'est-à-dire que on pense que les mailles du filet sont relativement bien resserrées et que ça marche plutôt bien. Et du coup, la nouvelle norme là, qui vient de sortir, la 46.102, n'est pas sans nous poser quelques questions parce que le protocole est beaucoup plus précis et parfois un petit peu différent de ce qu'on a pratiqué jusque-là. Donc, on se pose la question de la validité de tout ce de l'énorme travail qui a déjà été réalisé. Donc, c'est un élément un petit peu de crainte et la complexité du processus décrit dans la norme nous fait craindre, si vous passez le terme, qu'on rentre un petit peu
dans une usine à gaz avec des risques de maîtrise de délai et de coûts qui sont quand même importants dans les travaux publics. Voilà. Faut dire aussi que on est maintenant dans un processus où on lance des chantiers de désamiantage. Ça a été compliqué hein, entre 2012 et 2016. Même les entreprises de travaux publics n'étaient pas très rodées aux travaux de désamiantage. Donc, il y a eu des phases un peu de test pour évaluer les méthodes de travail les moins émissives. Aujourd'hui, on est en mode beaucoup plus établi et donc on a un marché public de désamiantage à la fois en sous-section 3 et en sous-section 4. Donc, c'est un travail qui est beaucoup plus rodé maintenant sur le domaine de la route, mais ça a nécessité quasiment 10 ans de mise au point et d'affinage des méthodologies. Oui, merci Stéphane pour ce premier témoignage. Cécile, en termes de sanctions, quand on regarde la sanction du donneur d'ordre, bon, c'est un sujet sur lequel c'est votre champ de responsabilité. Quel est-il? Parce que ce que décrivait Stéphane, c'est qu'il y a effectivement il y a une montée en puissance et que c'était pas facile aussi de trouver les entreprises, d'avoir les entreprises, de comprendre les processus. Donc aujourd'hui, c'est quoi les sanctions que peut avoir un donneur d'ordre, pardon? Alors, les sanctions, elles vont avoir lieu en fait quand on est sur un manquement, donc une absence de repérage, mais également dans le cas où le repérage sera insuffisant. Si des parties ne sont pas investiguées, si des analyses ne sont pas faites correctement, on a tout un tas de possibilités de sanctions. Après, l'idée, hein, c'est bien évidemment d'abord de faire des repérages corrects avant la sanction, mais en gros, la loi du 8 août 2016, elle a créé un nouvel article, une sanction administrative qui permet de sanctionner plus facilement les donneurs d'ordre avec une amende forfaitaire de 9 000 € par salarié exposé. Il existait aussi une possibilité de sanctionner ce qu'on appelle une sanction pénale grâce à un PV. L'article existait déjà, c'est celui où on a 3 750 € aussi par salarié exposé. Et le choix de la sanction, en fait, c'est l'agent de contrôle qui le fera. Pour les collectivités territoriales, hein, qui sont souvent ne rentrent pas toujours dans le champ de ces sanctions qui sont applicables soit aux donneurs d'ordre privés, soit aux employeurs, on a quand même la possibilité de faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire un rapport au parquet pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, je vous l'annonce déjà, mais certains sont sûrement déjà au courant. Là, l'inspection du travail est lancée dans une grande campagne de contrôle jusqu'à la fin de l'année. Alors, pour tout dire, on est d'abord dans une phase de sensibilisation. Donc, on a commencé déjà dès le mois d'avril à envoyer des courriers aux grandes collectivités territoriales, aux grands donneurs d'ordre qu'on connaît. Ça va s'affiner là jusqu'au mois de septembre. Et ensuite, de septembre à décembre, il y aura une campagne vraiment de contrôle. Alors, le but, c'est pas de sanctionner, mais c'est de vérifier que les gens connaissent la réglementation, l'appliquent correctement et à défaut de sanctionner. Mais voilà, la campagne est lancée. Vous allez sûrement recevoir dans vos boîtes mail ou vos boîtes aux lettres des courriers d'information. Voilà, si vous avez besoin, on est là. Vous ne nous l'aviez pas dit, oui, quand on avait préparé cette réunion. Non, j'avais oublié. Ces contrôles, juste pour comprendre, c'est un dispositif au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou c'est au niveau national? Non, c'est national. Oui, j'ai oublié de vous en parler, oui. Mais oui, donc c'est une campagne nationale grâce aux documents donc de la DGT. Je vous ai parlé de celui sur les exemptions, mais ils ont également fait un document générique. Donc, j'ai mis un lien sur le chat. Vous trouverez les deux documents. En espérant que je l'ai mis à tout le monde et pas juste aux panélistes, le lien. Je pense que vous avez mis… Ah non, vous l'avez mis qu'aux panélistes. Vous allez Bon, alors je recouperai. Voilà, mais après, c'est quoi la question, pardon? Non, ces contrôles, oui, juste pour revenir, c'est une nouveauté, mais ces contrôles concernent, juste pour redire, elles concernent les collectivités. Non, tous les donneurs d'ordre. Alors justement, les donneurs d'ordre publics, hein. Non, les donneurs d'ordre particuliers, puisqu'il faut bien avoir en tête que le RAT concerne également les particuliers qui sont justement pas assez
informer. Donc, on essaye de travailler avec l'ARS, avec les mairies pour que le particulier puisse aussi avoir l'information, mais il n'est pas facile à toucher. Et pour autant, il fait énormément intervenir d'artisans et du coup d'interventions qui devraient être en sous-section 4 et qui finalement sont en rien du tout parce qu'il n'y a pas de repérage. Ça touche les donneurs d'ordre privés et publics, évidemment. Alors forcément, ce sera plus facile pour nous de toucher les donneurs d'ordre professionnels, puisque c'est ceux qu'on connaît le plus, mais la campagne concerne également les particuliers. Mais les particuliers, et les nationales. Et les collectivités, donc ça va pousser tout le monde à faire peut-être des choses qui ne seraient pas complètement faites. Laurent, je revenais avec vous. On voit qu'on a des dispositifs amiantes auprès de vous. On a des dispositifs amiantes qui est complexe et avec des réglementations qui sont mouvantes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sereinement réaliser des travaux sans maître d'œuvre? Alors, donc c'est un point important. Aujourd'hui, il y a une obligation pour réaliser les travaux d'avoir une entreprise certifiée en amiante, mais il n'y a pas finalement d'obligation pour un maître d'ouvrage. Alors, c'est vrai qu'on va parler des maîtres d'ouvrage professionnels parce que c'est encore très, très compliqué à gérer chez les particuliers. Mais il n'y a pas d'obligation pour des maîtres d'ouvrage professionnels de prendre un maître d'œuvre certifié amiante. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les consultations sont lancées. Derrière, on se retrouve assez régulièrement avec des maîtres d'œuvre qui n'ont pas de compétences amiantes, qui analysent des offres. Et enfin, autant vous dire qu'analyser une offre de désamiantage par quelqu'un qui n'est pas compétent en amiante, c'est mission impossible. Donc, aujourd'hui, les entreprises de désamiantage en souffrent. Dans le milieu de la dépollution, par exemple, il y a une obligation de certification des maîtres d'œuvre qui vont gérer les chantiers de dépollution. Dans l'amiante, il n'y a pas d'obligation de certification des maîtres d'œuvre pour le moment. Oui. Est-ce que vous, au niveau Thierry, au niveau des bailleurs, vous prenez systématiquement un maître d'œuvre amiante? Il faut ouvrir le micro, Thierry. Pardon, excusez-moi. Oui, ça dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, chez Aliade Habitat, c'est 40 000 interventions d'entretien courant. D'accord? Donc, 40 000 interventions d'entretien courant. C'est des interventions qui, la plupart du temps, sont en sous-section 4. Donc là, on n'a pas de maître d'œuvre. Par contre, dès lors qu'on va faire une réhabilitation ou des choses comme ça, on se lance dans des travaux qui sont programmés. Et là, oui, effectivement, on prend des maîtres d'œuvre. Après, on a eu quand même pendant très longtemps des grosses difficultés à avoir des maîtres d'œuvre qui sont qualifiés en amiante. Puisque nous, parfois, les collaborateurs de nos entreprises étaient plus qualifiés ou avaient une meilleure connaissance de l'amiante que les prestataires qu'on pouvait faire intervenir. Donc, on a eu cette problématique durant des années. Aujourd'hui, on voit de grands professionnels, donc c'est un peu différent. Mais pendant les 10 dernières années, là, ça a été compliqué pour trouver des maîtres d'œuvre qui soient qualifiés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La problématique que l'on a, c'est effectivement avec des entreprises en SS4, où là, malgré qu'on leur ait demandé les modes opératoires et qu'ils aient fait leur mode opératoire, on a sur certains secteurs, je pense au secteur de la Haute-Loire, une pénurie d'entreprises qui travaillent en SS4. Ah oui, donc il vous manque des entreprises. On a des questions aussi qui tombent. Là, je vous vois, Cécile, oui. que vous répondez. On peut répondre à quelques questions. C'est qui était pour vous d'ailleurs, je pense, Thierry. C'est pourquoi reculer de 2 ans la date fatidique 1999, alors que le législateur avait déjà prévu une marge de manœuvre au 1er juillet 97. Ça, c'est pour Cécile. C'est pas pour moi. C'est les questions qui suivent qui sont pour moi. Ah, c'était pour vous. Alors, Cécile. Si, pour moi, c'était un peu pour Thierry quand même. C'est-à-dire que réglementairement, en fait, le Code du travail était obligé de se caler sur le décret sur l'interdiction de l'amiante de décembre 96. Donc, à partir du 1er janvier 97, l'amiante était interdite en France. Donc, la DGT, en fait, n'a pas eu le choix, le ministère du Travail n'a pas eu le choix de dire que la règle pouvait s'appliquer uniquement à partir du 1er janvier 97.
Le Code de santé publique, lui, qui avait créé ces repérages avant, avait pris une marge de manœuvre en disant effectivement, on ne peut pas avoir éliminé toute l'amiante entre le 1er janvier et immédiatement au 1er janvier, interdiction 31 décembre et 1er janvier, il y avait forcément du stock, donc il fallait écouler ce stock. Et donc, dans le Code de santé publique, tous les repérages sont obligatoires en fonction du permis de construire. S'il a été délivré avant le 1er juillet 97, les repérages sont obligatoires. Et chez Laura HLM, on a réussi à les convaincre que 6 mois pour écouler tous les stocks, c'était peut-être pas suffisant et qu'il fallait peut-être prendre une marge de manœuvre supplémentaire. Donc, c'est leur choix de dire qu'ils partent sur des bâtiments construits avant 2000, et je pense qu'ils ont raison, mais il y a le côté réglementation qui est 1er janvier 97 pour les repérages du Code du travail, 1er juillet 97 pour les repérages du Code de santé publique, et la prévention du choix du donneur d'ordre que je ne peux que encourager. Oui, il y a Christian qui nous fait un commentaire. Pourtant, réglementairement, dans le RAT, il n'y a pas de date butoir. Qui veut répondre à cette question? Alors, du coup, il y a quand même cette date au début où je ne sais plus dans quel article c'est écrit que c'est pour les bâtiments, articles, équipements construits, fabriqués avant le 1er janvier 97. Mais c'est vrai qu'il y a un petit notamment aussi dans un des articles qui parce qu'en fait, c'est dans les 44-12-97, c'est ceux qui ont été introduits par le décret. Et ce notamment, il vient parce que ces articles, issus du décret, ils sont applicables à tous les domaines d'activité. Donc, on ne pouvait pas à ce moment-là écrire précisément la date. Et après, c'est dans les arrêtés qu'on a des précisions. Pour le coup, dès lors qu'un maître d'ouvrage, un donneur d'ordre a un doute ou une grosse suspicion qu'il y ait pu avoir de l'amiante qui était rajoutée après le 1er janvier 97, effectivement, on va l'inciter à faire un repérage après ces dates-là, quoi. Nicolas, il y avait une question pour vous auquel a répondu Cécile. Cécile répond à toutes les questions, donc je peux plus les traiter, mais c'est bien, vous répondez en ligne aux questions. Il y avait une question pour vous qui était sur où est-ce qu'on peut trouver le rapport 3 de Carto. Et puis, je voulais aborder aussi avec vous le sujet de Scolamiante. Oui, alors la mise à disposition du rapport Carto, il est accessible sur plusieurs sites. Donc, il y a le site internet Prévention BTP et également sur le site directement carto-amiante.fr. Donc, disponibilité de ce rapport. Également sur le site de la DGT, j'imagine qu'il a été mis en ligne. En fait, il a été publié la semaine passée. Donc, voilà, tant que tout se mette en place, mais au moins accessible sur les sites Prévention BTP et Carto Amiante. Concernant Scola, alors je ne sais pas si je suis le plus à même à répondre aux différentes questions. Peut-être que Christophe, il sera tout autant capable de répondre aux questions. Concernant Scola, effectivement, c'est la base de données des remontées, des mesures d'empoussièrement par les organismes accrédités. Et du coup, ça permet aux entreprises de réaliser leur évaluation des risques a priori. Donc, on va retrouver dans Scolamiante, aussi bien des activités dites de sous-section 3 que des activités dites de sous-section 4. C'est là où est la différence avec l'OPP et la base Carto Amiante, où nous, on est vraiment ciblé intervention sous-section 4. Oui, vous voulez compléter, Christophe, sur ce sujet? Oui, peut-être préciser que l'évaluation du niveau d'empoussièrement est un prérequis avant de mettre en œuvre un processus. Donc, une entreprise qui met en œuvre pour la première fois son processus a besoin d'une valeur de référence. Et la base Scolamiante reste le moyen le plus sûr d'avoir une valeur de référence fiable pour évaluer son processus et mettre en place les équipements de protection collective et individuelle suffisants pour assurer la sécurité de son personnel, mais aussi l'environnement. Oui, alors sur la région, vous avez mis en place aussi, on n'en a pas parlé, une structure qui s'appelle le GRIA
est-ce qu'il y a quelqu'un dans lequel vous vous regroupez pour parler amiante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'en parler, Nicolas? Je vais en parler rapidement. Donc effectivement, oui, on a créé, entre guillemets, le GRIA. Donc le GRIA, c'est le groupe régional interinstitutionnel amiante. Donc il était mis en œuvre dans le cadre du PRST2. Et sa création, elle date grosso modo de 2011. Et ce groupe regroupe, comme son nom l'indique, les différents institutionnels de prévention. Donc, on va retrouver la DRET, la CARSAT, on va retrouver l'ARS, on va retrouver les services de santé et l'OPP-BTP. Et en fait, l'idée de la création de ce groupe, c'était, il y a plusieurs objectifs en fait, c'est de renforcer la coordination interinstitutionnelle, de voir nos complémentarités, et puis d'échanger également sur les pratiques terrain, ce qu'on peut voir chacun de notre côté sur le terrain tous les jours, et puis voilà, d'avoir des points d'échange, de se comprendre également un peu mieux entre institutions, et puis d'essayer d'avoir une réponse commune. Après, chacun reste bien sûr dans ses attributions en fonction de sa fonction et des missions qu'il occupe. Mais l'idée, voilà, c'est essentiellement de connaître les positions de chacun sur les problématiques qui sont remontées. Et dans le cadre du PRST3, en fait, le GRIA était pilote de la fiche amiante qui regroupait un certain nombre de thématiques et de travaux divers et variés sur le sujet de l'amiante. Tout à l'heure, Thierry parlait du guide Aura HLM. Bah, ça faisait partie, voilà, des actions menées aussi par le GRIA en collaboration, en relecture de documents. Et on édite également un certain nombre de documents qui sont disponibles à la fois pour les entreprises, pour les donneurs d'ordre, donc qui peuvent toucher le choix d'opérateurs de repérage, par exemple, le choix ou l'évaluation des organismes de formation en sous-section 4. On se regroupe à travers cette petite institution du GRIA pour faire des actions communes en termes de communication sur les salons type Préventu Pollutech. Et puis, chaque année, on regroupe les désamianteurs qui sont de la région ou qui interviennent régulièrement sur la région Aura pour avoir des moments d'échange avec ces entreprises-là. On aborde des thématiques qu'on a présélectionnées et puis il y a un petit moment d'échange avec les entreprises pour les remontées terrain et puis traiter les pratiques, quoi. Oui, donc Laurent, vous travaillez alors aussi avec le GRIA. Juste, j'avais une question pour compléter avant Laurent de répondre. Nicolas, tous les documents que vous produisez, ils sont disponibles il y a un site sur le GRIA? Alors, on n'a pas, vu que c'est un groupe interinstitutionnel, il n'a pas d'entité proprement dit. Malgré tout, en termes de mise à disposition des documents qui sont établis, on se sert des sites internet de la DRETS ARA, pardon, et puis également des sites internet des deux CARSAT Rhône-Alpes et CARSAT Auvergne. Voilà, on va retrouver donc tous les documents sur ces sites. Laurent, donc effectivement, vous travaillez aussi vous collaborez avec le GRIA à la constitution. Travailler, c'est un grand mot. On se rencontre, on essaie de se rencontrer une fois par an pour faire le point sur les différents sujets on va dire les sujets qui nous inquiètent nous, et puis connaître un petit peu, on va pas dire connaître l'avenir, mais essayer de voir un petit peu comment avancent les choses. On essaye, on va dire, modestement d'apporter un petit peu nos expériences et nos avis, et puis de voir quelles sont les difficultés qu'on rencontre. Et bon, effectivement, on essaye d'avoir d'avancer ensemble sur les sujets. On décide de rien du tout, on essaie d'apporter notre contribution, et puis derrière, le GRIA juge de ce qu'il a à faire. Oui, Laurent, en termes de maîtres d'ouvrage, pardon, est-ce que les maîtres d'ouvrage, vous les sentez plus, et puis il y a eu le Covid qui est arrivé aussi, est-ce qu'ils engagent plus les travaux, est-ce qu'ils sont plus sensibilisés à cette problématique amiante? Comment vous voyez le marché sur la région lyonnaise?
Globalement, on va dire que les maîtres d'ouvrage progressent, enfin les gros maîtres d'ouvrage, les maîtres d'ouvrage institutionnels ont tendance à progresser dans ce domaine, évidemment. De plus en plus, on voit des maîtres d'ouvrage qui ont des référents amiantes en interne et qui se sont organisés pour pouvoir gérer les façons de travailler, décider des façons de travailler avec des personnes qui sont formés. De plus en plus, quand on fait nos recyclages d'encadrement technique en sous-section 3, il y a quelques années, on ne voyait jamais de maître d'ouvrage. Aujourd'hui, on voit des maîtres d'ouvrage qui se sont formés sous section 3 et qui font des recyclages en sous-section 3. Donc, globalement, les choses vont dans le bon sens. Stéphane, vous êtes formé sous section 3. J'avais deux questions. Est-ce que vous êtes formé sous section 3? Puis je voulais parler un peu de cartographie, parce qu'effectivement, vous avez parlé du nombre de prélèvements que vous avez fait, de carottage. Et donc aujourd'hui, comment vous référencez tout ça? Et puis comment vous partagez ces informations avec les différents intervenants, ce qu'on appelle les concessionnaires? Oui, donc on a eu effectivement une démarche de formation interne pour créer un petit panel de personnes formées pour suivre les travaux de désamiantage qu'on mène depuis 4-5 ans. Donc on a un petit groupe d'une vingtaine de personnes qui est formé à l'équivalent un peu d'encadrement technique. Et puis, ça nous a aussi beaucoup aidé pour construire les marchés publics de désamiantage, pour introduire les clauses qui vont bien. Et sur la question de cartographie, en fait, il faut savoir qu'on a un outil commun qui nous permet de gérer la coordination de travaux avec tous les concessionnaires. Et un outil qui s'appelle Livia et qui donne accès à un système d'information géographique dans lequel chaque concessionnaire peut cliquer sur la voirie, voir tous les diagnostics amiantes qui ont été réalisés sur ce tronçon, les consulter, les télécharger et les compléter si besoin, et les déposer s'il en réalise de nouveaux. Oui, c'est un outil numérique de partage de l'information. Aujourd'hui, on peut pas intervenir. Je vois avec Thierry et vous, Stéphane, on peut pas avoir doute. On peut plus continuer à travailler sans outil de partage de cette information, sans outil numérique. Ouais, c'est essentiel. Thierry, vous avez un outil aussi également pour partager cette information? C'est pareil, on a un outil de partage d'informations. Donc on a acquis un outil il y a 2 ans de ça, qui est interfacé avec notre ERP, et où on gère tout ce qui est DAPP, donc les diagnostics amiante partie privative, les dossiers amiante partie privative, où on va avoir l'intégralité des rapports de repérage, des travaux qui ont été faits dans le logement, des SDA et autres. Ouais. Et puis, on aura la même chose pour les DTA, pour les dossiers techniques amiante pour les parties communes. Et ça, c'est partagé avec toutes les entreprises qui interviennent? C'est ça, c'est partagé avec toutes les entreprises qui interviennent, c'est-à-dire qu'au moment… Alors nous déjà, chez Aliade Habitat, tous nos donneurs d'ordre sont formés à l'amiante, puisque je leur fais une formation de 2 fois 3 heures. L'intégralité des gens qui passent une commande sont sensibilisés, sont formés sur toutes leurs obligations et toutes leurs responsabilités. Et ensuite, effectivement, on a un outil qui permet de communiquer tous les documents relatifs à l'amiante à toutes les entreprises. Après, ce n'est pas que l'amiante, hein, c'est le pont, c'est toutes ces choses-là, mais ce qui est réglementairement demandé, afin que l'entreprise qui intervient puisse faire son analyse de risque. Sofiane, on parlait formation aussi, pour la formation des salariés, c'est un point qu'on n'a pas abordé, c'est un sujet, on en a parlé un peu, c'est un sujet essentiel. Et puis il y avait un deuxième point sur lequel je voulais qu'on en parle, c'était le suivi individuel avec la fiche d'exposition. Est-ce qu'aujourd'hui c'est suivi correctement? Alors du coup, pour la partie formation ou information, c'est vrai que après tout ce qui s'est dit là, c'est important de forcer, d'encourager en tout cas les entreprises à former suffisamment de salariés, tant encadrement technique sous section 4 et opérateur. Ah, on a perdu Sofiane.
Vous êtes avec moi les autres? Oui. Oui. Ouais, c'est juste Sofiane qu'on a perdu. J'avais peur que ce soit moi. Sofiane, on vous a perdu, là, le micro ne marche plus. Ah, j'attends un peu. Là, vous m'entendez? Là, c'est bon, là, c'est revenu. Ouais. Là, c'est revenu. Du coup, donc on incite bien évidemment les entreprises à former les salariés dans des organismes de formation qui vont bien. Donc faire attention aux critères de sélection. Il faut bien s'orienter vers des organismes de formation habilités par la CARSAT. Donc on reste sur ce type d'orientation. Et puis ensuite, bien évidemment, plus il y aura d'informations et de sensibilisation. Et là, je voulais faire la transition avec le suivi individuel. Et plus au final, on risque d'avoir un suivi individuel renforcé et donc adapté en fonction de l'exposition réelle de beaucoup de compagnons des corps de métier qui interviennent en maintenance et en rénovation. Donc le suivi individuel, donc renforcé, c'est une visite au moins tous les 2 ans, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc voilà, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires, des spirométries, Ah, on a reperdu Sofiane. Ça, c'est les casques sans fil. C'est le Bluetooth qui lâche. Cécile, vous avez levé la main aussi. Oui, du coup, en fait, c'était pour dire que le 16 juin, donc c'est aussi très, très, très récent, on a un QR DGT qui est sorti sur l'analyse des matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante. Et en l'occurrence, il y a 2 questions sur les enrobés. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui essayent de préciser justement le cadre du marché en fonction de à quel moment on a fait les repérages et les analyses et tout ça. Je voulais vous remercier, cher conférencier, pour être intervenu. On était nombreux, mais on a pu débattre autour de ces sujets. Il y aura un replay qui sera disponible. Merci beaucoup à tous. Voilà, merci à vous. Sofiane, vous avez levé la main. Vous vouliez dire une dernière chose? En espérant que le micro fonctionne ce coup-ci, Ça marche, oui. Refaire 10 secondes sur le suivi individuel et sur l'importance, je crois, que ce soit pour les entreprises de sous-section 3 qui jouent bien le jeu. Il faut que les entreprises qui font de la sous-section 4 aussi prennent ce réflexe de réaliser les fiches d'exposition de leurs salariés, donc de les garder bien sûr en interne et puis de les transmettre aux médecins, quoi. C'est vraiment pratique pour le suivi post-professionnel. Donc ça, c'est important. Je voulais juste revenir là-dessus. Voilà. Merci pour cette complément d'information. C'est un grand plaisir aussi d'avoir des maîtres d'ouvrage importants. Je parle en termes de volume comme vous, Thierry Bonneau et Stéphane Grolier. C'était un grand plaisir.